Cela fait des années qu'on demande aux entreprises d'être apprenantes. Mais avec la crise générée par la Covid-19 et tous ses impacts sur le monde du travail, cette stratégie est vraiment maintenant au centre de la plupart des entreprises. Et une des clés est peut-être ce qu'on va appeler le upskilling, qui fait l'objet d'un ouvrage paru chez Duno, Upskilling, les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite. Donc Frédéric Petitbon, vous êtes sociologue, enseignant, vous êtes aussi consultant, vous êtes le co-auteur de cet ouvrage. Ma première question, c'est parmi tous l'univers du skilling, qu'est-ce que c'est que le upskilling ? Le upskilling, on a pris ce terme pas totalement français, plutôt que apprenance ou plutôt que formation ou plutôt que montée en compétences, parce qu'on a voulu montrer ici que la question est globale pour l'entreprise, n'est pas une question RH, est une question de dirigeant, une question de manager, une question qui touche toute entreprise. Et upskilling, on est aussi sur les talents, sur les compétences, sur l'apprentissage, avec un mot où le passage par l'anglais permet d'avoir une vision plus globale du sujet. Et plus globalisé dans l'univers maintenant du monde du travail. Et c'est d'ailleurs, vous allez effectivement dans les grandes entreprises internationales, c'est le terme générique qui permet justement de montrer que la formation n'est pas la réponse à tout. On a ajouté l'idée qu'on était à l'échelle, oui. Parce que c'est derrière upskilling aussi l'idée étant d'apprendre vite, de devenir une fast learning company et d'apprendre à l'échelle pour concerner très rapidement beaucoup de monde. On n'est plus dans un contexte où on peut se permettre d'apprendre à petit niveau, selon la bonne volonté de chacun. Donc l'idée est bien de mettre tout le monde dans l'entreprise, parce qu'une entreprise c'est des personnes, en situation d'apprentissage continu, c'est cela. Et vous avez dans votre livre des clés, mais certainement aussi la transformation digitale de l'entreprise qui est très présente. La transformation digitale est intéressante dans la mesure où elle permet de jouer autrement. Par exemple, dans ce que ça vous donne comme ouverture sur des perspectives. Moi, Frédéric, je ne sais pas forcément qu'il y a un métier qui correspondrait à mes compétences dans une autre entité chez quelqu'un que je ne connais pas, avec des logiques de type LinkedIn, on est effectivement à même d'ouvrir des perspectives qui sont extraordinaires là-dessus. Et bien sûr, le digital est extraordinaire dans la manière dont on peut apprendre autrement via 100 000 méthodes qui permettent d'être concrètes sur du coaching, sur de l'apprentissage accéléré. On est bien dans quand même l'idée qu'on va avoir à la fois des intelligences individuelles et une intelligence collective de l'organisation. Vous êtes vraiment dans ce schéma-là. On est à fond dans l'intelligence collective, en disant effectivement que pour apprendre vite, on l'a vu dans différents cas de grandes entreprises, en passant de L'Oréal à Carrefour, en passant de Sage à du parapublic comme La Poste, apprendre vite à l'échelle, c'est à la fois des équipes. Comment est-ce qu'au sein de l'équipe, on partage, on est en collaboration, on est en confiance pour apprendre vite, et comment, d'un point de vue global de l'entreprise, là aussi, je tire le fil. C'est une vraie question pour les dirigeants. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Il faut que le dirigeant soit embarqué dans ce projet. Voilà, et le dirigeant a souvent en tête, effectivement, que bien sûr, il faut apprendre. Bien sûr, je donne du budget à mon DRH pour qu'il fasse de la formation et ça répond aux attentes des partenaires sociaux et c'est plié. Non, le point clé du dirigeant maintenant est à la fois d'être cash explicite sur les métiers qui sont en danger, de montrer la voie, comment effectivement est-ce que on pourrait être accompagné dans son évolution. Et puis le dirigeant a aussi, c'est extraordinaire à regarder, un rôle particulier dans son comportement. C'est regarder un comité de direction. Un comité de direction peut être la quintessence du lieu où j'apprends, si ça débat, si ça se confronte, si ça s'ouvre sur l'extérieur, et peut être la quintessence d'une instance convenue où on n'apprend pas et où ça se saura dans l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est toujours pareil, l'exemplarité est quelque chose de fondamental dans ce sujet de l'apprentissage continu. L'exemplarité à la fois pour soi, oui. Pour un dirigeant, parvenir à dire « je ne sais pas », parvenir à être en écoute empathique vis-à-vis d'un collaborateur à qui on dit « je ne comprends pas » sans que ce soit une critique directe sur l'incompétence du collaborateur est extraordinaire. Exemplarité dans comment est-ce que mon équipe apprend.
l'équipe de Et direction. comment moi, je peux apprendre de mes collaborateurs. Et comment moi, je peux apprendre de mes collaborateurs, bien sûr. Vous avez une ou deux anecdotes où vous montrez aussi comment un dirigeant peut être castrateur. On a des dirigeants, effectivement, mais je vais plutôt en prendre des positifs. Alors, voilà, j'ai en tête un groupe international qui s'est battu pour faire rentrer une Brésilienne, pour faire rentrer un Chinois dans son COMEX. C'est pénible dans la mesure où ça prend plus de temps, on se comprend moins vite, on n'est pas au quart de tour, on ne peut pas terminer la phrase que son collègue avait lancée. Bien entendu, c'est frustrant, mais c'est extraordinaire dans la capacité de décentrer le regard, d'avoir quelqu'un d'autre qui apporte une autre vision, d'autres intuitions. Et en bout de course, une fois qu'on a fait l'effort de fonctionner comme ça de manière différente, avec un peu plus de temps, c'est extraordinaire en capacité collective. Donc accepter le upskilling, ou enfin plus que l'accepter, le mettre en œuvre, on peut garantir un retour sur investissement? On a fait une étude montrant que peu de dirigeants lançaient des démarches comme ça avec une analyse de leur retour sur investissement. On peut le faire néanmoins de plusieurs manières. C'est relativement facile sur des métiers transversaux, les métiers financiers, les métiers de RH par exemple. On peut le faire, regarder si vos projets sont efficaces ou non. Le prix d'un projet pas efficace est tout à fait évident et bien sûr regarder le coût d'un collègue concurrent qui aurait été plus innovant que vous et aura trouvé une bonne idée avant vous, il est absolument extraordinaire. Donc oui, le retour sur investissement est assez facile à mesurer et ceux qui le font d'ailleurs sont tout à fait convaincus de l'apport qu'ils ont eu à se engager dans des démarches d'upskilling à grande échelle. Voilà, et puis de cross-skilling. De cross-skilling, de reskilling, de co-skilling. Donc là, effectivement, ce sera pour les prochains ouvrages. Merci en tout cas de cette démonstration. Merci Frédéric.